De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Nous sommes le 7 septembre 2018, votre dose de high-tech, c'est chaque vendredi, et c'est de quoi je me mêle, toute l'actualité, donc des nouvelles technos. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette rentrée 2018, peut-être étiez-vous avec nous la semaine dernière à l'IFA. On repart sur de bonnes bases, nous voilà de retour dans nos studios parisiens. Merci de nous écouter. Si vous êtes sur rmc.fr, écoutez, bienvenue. Et si vous nous regardez, n'hésitez pas aussi à commenter tout cela sur YouTube, ou bien avec le hashtag DQJMM sur Twitter, ou bien nous rejoindre sur la page Facebook de quoi je me mail. Alors tout à l'heure, Pascal Petitpas reviendra sur l'IFA 2018. À quoi servent les télés 8K ? Vous savez qu'on s'est beaucoup posé cette question ces derniers temps. On aura l'expertise toujours très pertinente de Pascal Petitpas. Tout à l'heure, on parlera aussi de l'arrivée en masse des assistants vocaux sur les télés. Est-ce que ça sert à quelque chose ? Ce sera dans une vingtaine de minutes. Et je vous rappelle aussi, bien sûr, que nous nous retrouvons tous les vendredis, à la fois la version audio sur rmc.fr et la version vidéo sur 01net TV ou sur YouTube. Bienvenue. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et c'est le club de la presse IT. On reprend les bonnes habitudes. Éric Le Bourlou, le retour. Salut Éric. Salut. C'est la rentrée aussi pour 01net.com. Eh oui, c'est la rentrée, ouais. On est tous de retour. Beaucoup d'actualités high-tech et pas mal de rendez-vous très importants qui vont arriver là dans les semaines et les mois qui viennent. Et cette actualité est à suivre bien sûr sur 01net.com. Éric Le Bourlou, rédacteur en chef de 01net. Et à ma droite, pour cette première de la rentrée, j'ai le plaisir d'accueillir Gonzague d'Ambricourt. Salut Hello, Gonzague. ça va ? Blogueur, entrepreneur, spécialiste des nouvelles technologies. On ne présente plus Gonzague qui nous apporte régulièrement sa patte d'expert dans ce domaine. Gonzague, tu vas être content là. Oui, je vais encore pouvoir dire plein de bêtises aujourd'hui. Vous allez bientôt regretter. Bientôt les nouveaux iPhones. On sait que tu es plutôt pro Mac et plutôt pro Apple, même si tu es quand même assez critique envers Apple. Vous le savez, dans quelques jours, Eric, on peut le dire, ça va être la grande fête, la grande fiesta Apple avec la keynote. C'est le 12 septembre prochain. C'est le 12 septembre, c'est mercredi. D'habitude, ils font ça le mardi, mais bon, le 11 septembre, a priori, c'était pas génial. C'était pas génial, ça rappelle de mauvais souvenirs. Voilà, donc effectivement, c'est mercredi prochain. Voilà, le 12 septembre. Et on y sera d'ailleurs. Voilà. On y sera. Pierre Fontaine y sera, de la rédaction de 01net.com. Évidemment, toute la rédaction de 01net est mobilisée pour ce grand rendez-vous. C'est un peu notre Coupe du Monde à nous. Je suis désolé, mais c'est vrai que c'est quand même un rendez-vous important. Et puis, bien évidemment, gros dispositif live sur 01net TV. On prendra l'antenne à 18h45 avec mon camarade Jérôme. Il y aura Christopher Siminelli. Et puis, Gonzague, tu seras là aussi pour commenter toutes ces annonces en direct. Voilà, on vous fait vivre cette keynote. On vous la traduit et on vous apporte notre analyse en temps réel. Et puis, la bonne nouvelle, c'est qu'on vous offrira aussi l'un des nouveaux iPhones. Voilà, l'un des nouveaux iPhones présentés mercredi sera à gagner. Donc, ça vaut vraiment le coup de nous écouter, de nous retrouver donc dès 18h45 sur 01net TV ou sur YouTube. Parenthèse refermée. Cela dit, j'espère qu'on aura quand même des trucs à se mettre sous la dent, Eric, parce qu'il y a beaucoup de fuites concernant cette soirée de mercredi. C'est d'ailleurs impressionnant de voir à quel point maintenant tous les produits Apple fuitent. C'est-à-dire qu'il y a quasiment plus de secrets. Avant, on sait que Apple a une espèce de culture du secret. Malgré tout ce qu'on dit, ils organisent des fuites. Non, ils n'organisent pas les fuites. Ils préféraient avoir un vrai effet de surprise quand ils présentent leurs produits. Et là, c'est plus vraiment le cas. Et donc, on sait a priori déjà beaucoup de choses sur ces nouveaux iPhones qui sont, cette fois, pour le coup, une évolution de ce qu'on a vu l'année dernière. Apple n'a pas chômé, visiblement, parce qu'il y aurait 3 nouveaux iPhones. Eric. 3 nouveaux iPhones. En fait, l'évolution de l'iPhone 10, alors je vais essayer de le dire bien parce que c'est compliqué, puisqu'il s'appellerait, comme d'habitude, c'est comme ça que la gamme évolue, il s'appellerait donc la nouvelle version de cet iPhone 10, le 10S. Alors c'est un 10 qui ressemble à un X OLED, avec un S, avec donc un ce n'est pas écran. XS mais 10S a priori. Voilà. OLED, deux smartphones OLED, dont un smartphone grand écran qui ferait quand même 6,5 pouces, donc ça commence à être un très très grand smartphone. On en avait déjà parlé ici d'ailleurs, jamais Apple n'a fait un écran aussi grand. Donc c'est le 10S Max, comment alors ça voilà, et celui-là, donc d'après certaines rumeurs, mais j'ose à peine croire qu'Apple ferait ça, il s'appellerait donc 10S Max. 10S Max, ça fait très, vous savez, un petit peu téléphone chinois de seconde zone. Ça fait pas très ça fait pas très Apple. Apple comme naming. Nike.
Air Max. Ou Air Max, ouais. Oui, ça fait un peu basket Nike aussi, ouais, effectivement. Donc voilà. Mais effectivement, a priori, c'est ce qui circule sur Internet. On ne sait pas. Peut-être que c'est pour le coup quelque chose qui a fuité et qui n'aurait pas dû fuiter et qui est faux. Je ne sais pas. Mais Donc ça fera plaisir à tous ceux qui veulent un grand téléphone. Là, ils vont être servis. Hein. ah là, c'est sûr. Avec un écran de 6,5 pouces, il y a de quoi. C'est assez énorme. Voilà. Hein, Mais qui n'aurait pas un encombrement supérieur au 7 Plus ou 8 Plus. Voilà, exactement. Donc, il aurait la taille du 7 Plus. C'est toujours l'avantage de ces écrans borderless, sans bord, même si on a une encoche que certains n'apprécient pas forcément. Ça permet en tout cas d'avoir une coque beaucoup plus aux dimensions plus restreintes et qui donc reste à peu près potable. Surtout que l'iPhone 8 Plus, il a un écran de 5,5 pouces, donc pour la même taille, le même encombrement physique, on gagne énormément en termes de screen estate, comme adorent dire les Américains. Non, ça va être pas mal. Hein, ils vont nous sortir des plus 33%, des machins comme ça. Apple, là, on va se régaler. Ah, les pourcentages. Avec les plus 33. Et sur machin. le prix, peut-être qu'il y aura aussi. Parce que déjà, l'iPhone 10 n'est pas donné. Alors, est-ce que cet iPhone 10S Max va coûter encore plus cher? Je pense que là, il va coûter un max. C'est peut-être pour ça C'est qu'ils peut-être pour ça qu'ils vont appeler Max. Ouais, c'est possible. Non, mais on va rigoler. Je pense que là, on va rigoler sur les tarifs. Je pense qu'on va franchir une nouvelle étape en termes de tarifs pour un téléphone. Je sais pas. Déjà, on avait été très choqués l'année dernière du 1300 euros. Oui, 1300 euros. Du 256 gigas. Là, vous allez voir on dépassera les 1500, je pense, non? C'est possible. Après, sauf si Apple se met à faire un effort sur le tarif du 10 et que ça devient la nouvelle gamme et que ça devient le nouveau standard, surtout avec le modèle aussi qui ne sera pas OLED. Oui, voilà, c'est ça aussi. Alors voilà, donc là, il y aurait un troisième téléphone qui sortirait. Voilà, qui effectivement, comme le dit Gonzague, qui n'est pas OLED. Et qui reprendrait les codes en fait du 10, voilà. plus ou moins. Mais qui serait beaucoup plus accessible. Enfin, plus accessible. En tout cas, le moins cher des nouveaux Moins iPhone. cher, c'est vrai. Voilà. Et qui effectivement n'aurait pas les dernières technologies intégrées aux iPhones les plus performants, mais qui au moins, notamment un double capteur, mais qui au moins permettrait d'accéder à un iPhone et à ces nouvelles fonctions, notamment Face ID et le capteur TrueDepth. Donc c'est quand même intéressant, c'est-à-dire qu'Apple tire un trait sur l'ancien design des iPhones. Il était temps, non? On verra, non? Parce qu'il manque quand même quelque chose dans ces news. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles d'éventuels iPhone SE2. Vous vous souvenez, le SE, ça a été quand même un sacré succès. Tout à fait. Donc, pas de nouvelles de ça. Puis il est toujours possible que d'autres modèles restent dans la gamme. Ils le font toujours. Oui, donc, bien sûr. On n'aura pas complètement terminé avec les. Le 8 restera dans la gamme, voilà. peut-être même le 7 encore. Ouais. Mais c'est vrai que les nouvelles générations suivent le pas du 10. En même temps, c'est logique puisque de toute façon, ils veulent se débarrasser du capteur d'empreinte. Donc c'est logique qu'ils mettent du TrueDepth partout. Il n'y aura d'ailleurs pas, et c'est pas très étonnant, il n'y aura d'ailleurs pas de capteur sous l'écran. On voit que ça arrive sur les smartphones Android. Ça y est, c'est fini pour Apple. Le capteur d'empreinte, a priori, il se dirige vraiment vers la reconnaissance faciale pour s'identifier pour d'autres usages. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que maintenant, sur tous les téléphones, on aura ce capteur en 3D qui permet de scanner votre visage. Bon, on verra bien. Du coup, se pose aussi la question de est-ce qu'on aura ça dans les iPads? Est-ce qu'on aura ça dans les futurs MacBooks? Est-ce qu'on est censé avoir un MacBook aussi dans pas ces si annonces longtemps de rentrée Même un nouveau MacBook Air. Oui, tout à fait. Pardon, c'est vrai que je ne précise pas. On parle d'un MacBook Air. Voilà, ça va être intéressant. Nos iPads. Une peut-être nouvelle Apple Watch aussi. Oui, ça c'est quasiment sûr. C'est fort probable. Et effectivement, c'est pareil, elle a fuité sur Internet. On a vu pas mal d'images. Ce qui change surtout sur cette nouvelle Apple Watch, c'est l'écran qui serait plus grand. C'est quand même une petite révolution. 15% plus grand. Je fais les stats. Voilà, 15% plus grand. Ce qui lui donne effectivement un look plutôt sympathique. Après, on va voir quelles sont les nouvelles fonctions. Et notamment aussi, si j'ai bien compris, parce que ça ne peut pas dire que l'Apple Watch est le produit qui m'excite le plus, mais un nouveau cadran avec davantage de complications qui permettra d'afficher davantage de choses à l'écran. Oui, parce que l'écran c'est plus grand, donc on pourrait y afficher plus de choses. Exactement, oui. Meilleure résolution. Dans les rumeurs, il y a aussi mention de capteurs d'électrocardiogramme améliorés, etc. Donc il y aurait peut-être plus de tech aussi, ou de la tech plus moderne à l'intérieur de la montre.
Et bien sûr, il y aura WatchOS 5 qui sera sorti d'ici là. Tout à fait. Ça y est, vous pourrez écouter vos podcasts sur votre montre. Wow, ça c'est cool, on pourra écouter De quoi je me mail enfin via son Et Apple peut-être Watch. qu'elle aura une autonomie enfin potable aussi. Ouais. Ah, Bon, ça, Alors, ça, faut pas rêver. Le- quand le même, dernier parce qu'avec truc un sur- grand écran, le dernier truc sur lequel on n'a entendu aucune rumeur, c'est AirPower, ce truc qui Ah va oui. sortir depuis. ce truc qui permettait de recharger tous les produits à induction Tout le monde d'Apple. a adoré l'annonce et personne ne l'a jamais vu. Non, Ouais. effectivement. Est-ce qu'on va avoir de nouveaux AirPods aussi? On peut rêver. Enfin bref, voilà. Là, on commence C'est un vrai peu à que- fantasmer. On verra bien. Hein, Ça non plus. Ouais. rendez-vous donc le 12 septembre, ici même. En tout cas, rejoignez-nous sur 01net TV, 01nettv.com ou sur la chaîne YouTube de 01net pour suivre tout ça en direct et sur 01net.com. On ferme la parenthèse parce qu'il faut quand même en garder pour la semaine prochaine. Hein, on ne va pas tout vous dire là. Et on enchaîne avec un sujet hyper intéressant parce que figurez-vous qu'il y a 20 ans, pratiquement jour pour jour, c'était le 4 septembre de 1998. 98. François Nessé. Voilà. Et oui, c'est ça, 20 ans. Toi, tu n'étais pas encore né, Gonzague. Eric non plus. Et donc, il y a 20 ans, naissait Google, les amis. 20 ans. Eh oui. Google a 20 ans, a eu 20 ans cette semaine. Ils étaient. C'est un peu triché de dire qu'ils ont exactement 20 ans, puisque, effectivement, en gros, ils ont eu surtout. Ça fait 20 ans que l'entreprise Google existe. Voilà. Elle a été créée le 4 septembre 1998 dans un garage de la Silicon Valley. J'ai l'impression que ça fait tellement cliché. Cette histoire est géniale. C'est dingue. Dans un garage de Menlo Park, puisque Larry Page et Sergey Brin, qui sont donc les cofondateurs de Google, avaient enfin pu déménager, puisqu'ils étaient avant dans les locaux de Stanford, et ils ont enfin pu déménager grâce à un petit chèque de 100 000 $, ce qui n'est pas extraordinaire, hein, vu ce qui est devenu Google aujourd'hui, et donc ont pu prendre, on va dire, investir un garage d'une copine de Sergey Brin, qui est Suzanne Wojcicki, j'espère que je n'écorche pas son nom, mais qui est devenue une des premières employées de Google et qui est maintenant la grande patronne de YouTube. Donc c'est chez cette Suzanne que Google a Elle a été bien créé fait de il y a prêter 20 son ans. garage, elle. Hein. Elle a bien fait. Alors je sais même pas si elle l'a prêté, je Elle l'a pense qu'elle loué, l'a loué, ouais. elle l'a D'accord. loué. Et c'était d'ailleurs, on a quelques photos, il y a quelques photos de ce garage qui montrent que c'était un petit peu le bordel, hein, un garage, hein, pour tout dire, avec ces vieux écrans CRT, vous savez, c'était une autre époque. 98. Ça fait déjà 20 La France ans, voilà. était championne du monde de foot. Ouais. Non, Ouais. mais c'est- Comme C'est quoi, dingue. voilà, 20 ans plus Maintenant, tard. mais c'est vrai que comme ça, on a des repères historiques. Mais ce qui est dingue, c'est que ça fait pas longtemps, puis en même temps, quand on voit le parcours de Google depuis 20 ans et ce qui est devenu cette entreprise aujourd'hui, c'est vrai que ça donne un petit peu le tournis quand même, parce que effectivement, Google s'est très vite développé. On rappelle en fait quelle était l'idée de base des gens qui ont créé Google, hein, de Larry Page et Sergey Brin. Ils étaient tous les deux étudiants à Stanford, et puis ils voyaient les moteurs de recherche qui cartonnaient à l'époque. Il y avait Alta Vista, il y avait Yahoo évidemment. Il y avait Lycos, et puis ils se sont dit il y a peut-être un meilleur moyen de classer les pages web, de donner aux gens un meilleur algorithme pour classer les pages web. Et ils ont fait un espèce d'algorithme de réputation, c'est-à-dire que en gros le PageRank, effectivement, qui dit que plus une page web a de liens qui pointent vers elle, plus elle doit être remontée dans Google. Et ça a cartonné. Ça a cartonné, d'autant que ça a quasiment immédiatement convaincu tous les utilisateurs. C'est-à-dire qu'une fois que quand Google est apparu, très très vite, ils ont enterré toute la concurrence en matière de moteur de recherche. Tout le monde n'allait plus que sur Google, d'autant qu'il avait un autre avantage, c'était le côté dépouillé de la page. Là, on le voit. Il n'y avait pas de pub. L'époque, quand on arrivait sur Lycos ou tous ces trucs-là, on avait des bannières partout, quoi. Exactement. Donc, ils ont, en l'espace de quelques années, Ils ont éteint révolutionné toute la concurrence sur les moteurs de recherche. Ils ont révolutionné en fait la fonctionnalité du moteur de recherche et puis le modèle économique. Derrière. Exactement, puisque évidemment, ça c'était juste après, c'était en 2000, ils lancent AdWords, qui est un moyen très malin, hein, pour eux de se faire de l'argent, puisqu'une fois qu'ils ont réussi à gagner les utilisateurs, ils proposent aux entreprises de financer, vous savez, le premier lien que vous trouvez dans Google quand vous tapez une recherche. Idée géniale, toute bête mais géniale. Et voilà, et surtout qu'ils le font sous un modèle d'enchère, c'est-à-dire que si vous tapez par exemple, vous cherchez un avocat, vous tapez avocat, bien c'est l'avocat qui aura payé le plus pour ce mot-clé qui apparaîtra en homepage. Et évidemment, il y a des mots-clés qui seront plus demandés que d'autres et qui vont commencer à valoir très cher et qui vont commencer à rapporter beaucoup d'argent à Google. Donc le lancement d'AdWords, ça aussi à l'époque, c'est assez révolutionnaire, et c'est effectivement en 2000. C'est intéressant de voir que Google
pendant toute cette première partie des années 2000, a aussi fait beaucoup évoluer le web et a changé beaucoup de choses sur nos usages. Peut-être qu'on s'en rend plus compte aujourd'hui. Mais moi, je pense, et sans doute vous aussi, vous devez vous souvenir de Gmail et de la première fois que vous avez utilisé ce produit. Qui était pendant des années en bêta test. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait toujours écrit Google bêta, mais pendant des années. C'était la bêta éternelle. D'ailleurs, ça a un peu ouvert le pas à plein de services web qui se sont mis à se dire nous aussi, soyons en bêta pour toujours. Ça permet de faire que toutes nos bêtises soient pardonnables. Exactement. Non, mais c'est vrai, c'est dingue. Mais c'était effectivement en bêta, et en fait, quand il est sorti en 2004, c'était le 1er avril 2004. D'ailleurs, certains ont cru une blague. Certains pensaient que c'était une blague, parce que Google a toujours été habitué des blagues du 1er avril. Certains pensaient que Gmail, ce n'était pas possible d'offrir un service pareil à l'époque, en 2004, puisque c'était non seulement donc un site web très riche, d'un point de vue très dynamique, qui utilisait des technologies qui étaient très avancées, qui avait 1 giga de stockage, ce qui à l'époque était juste dingue par rapport à ce qu'on avait sur d'autres webmails, et qui en plus vous permettait, donc la promesse de Gmail, c'était vous n'effacez plus vos mails, cherchez vos mails. Donc et ils ont utilisé leur technologie de recherche pour vous permettre de chercher rapidement tous les messages dont vous aviez besoin à un moment T. Ça, c'était à l'époque du jamais vu. Et effectivement, c'est pareil, Gmail est devenu très très vite le webmail à avoir. Ils ont fait très fort, surtout que c'était un projet 20% time. C'était juste, c'était un employé de Google qui a voulu faire ça dans son coin. C'était à l'époque. Alors aujourd'hui, je crois que c'est moins à la mode chez eux, mais c'était quand même une des choses qui les distinguait aussi d'autres entreprises. Même si Gmail, ils ont aussi compris tout à fait le buzz à l'époque, puisque c'était sur invitation. Oui, c'est vrai. Dès qu'on avait son adresse Gmail, ça se vendait, on était des stars. Et ça se vendait. C'était dingue. Et effectivement, aujourd'hui, Gmail, c'est plus d'1 milliard d'utilisateurs. Donc c'est devenu la porte d'entrée indispensable pour tous les gens qui ont une adresse, qui veulent utiliser un Android, ou presque. On peut l'éviter, mais c'est compliqué. Et de tous les services Google. Non, mais en plus, c'est un excellent service. C'est-à-dire que ça marche très très bien, le Gmail. Oui, ça marche très bien. Alors maintenant, il y a quand même une concurrence qui est bien plus forte qu'avant sur ce secteur. Je pense notamment à Microsoft, parce que Gmail est toujours limité en stockage, alors que d'autres ont fait le choix de rendre le stockage illimité. Mais effectivement, je savais pas ça, tiens. Ouais. Microsoft a lancé un client mail avec stockage illimité. Il y a du stockage illimité sur Outlook, oui, et sur Yahoo aussi, je crois d'ailleurs. Mais Gmail, il y a un stockage qui est de 10 gigas, si je ne m'abuse, je crois que ou de 15, c'est de 15 gratuit. Après, il faut payer un petit peu pour monter un. En fait, ça n'a fait qu'augmenter au fur et à mesure des années. Alors ça, c'était aussi quand même la nouveauté de Gmail. Et il ne faut pas oublier un truc important, parce qu'on parlait d'AdWords qui leur rapporte de l'argent, mais Google, ils ont sorti G Suite, qui est Gmail, mais avec ton nom de domaine. Donc tu veux avoir françois@sorel.com, tu es une entreprise, tu peux passer sur ça. Et il y a beaucoup d'entreprises qui s'y sont mis. Et là aussi, la concurrence a fait beaucoup, puisque Microsoft, ils ont lancé Office 365 et d'autres sociétés ont suivi, qui permet. Ça a révolutionné un métier. Avant, il y avait des gens qui installaient des serveurs mail à longueur de journée. Ce métier, maintenant, en 3 clics. C'est vrai. C'est vrai. Et effectivement, tu parles de G Suite, on peut juste évoquer rapidement. Ils ont aussi créé beaucoup d'outils pour, effectivement, outre le webmail, pour la bureautique, Docs, Spreadsheets, Drive, beaucoup d'outils pour les pros qui sont payants, mais qui Google Cloud. Et Google on Cloud, oublie souvent. Ouais. Maps en 2004. Là oui, aussi, alors grosse révolution. 2004-2005, ouais. Voilà. Oui, énorme. Et voilà, c'est sans doute un des services. Alors quand ça a été lancé en 2004, c'était évidemment d'abord sur le desktop, ce n'était pas sur mobile, mais c'était déjà à l'époque assez dingue, puisqu'on pouvait comme ça explorer via un site web, encore une fois bourré de technologies. On pouvait explorer et faire des itinéraires sur, au début, juste les États-Unis et le Canada, puis ça s'est très vite étendu dans le monde entier. Ils ont sorti Google Maps en 2006 en France, donc ça a été très rapide. Mais ce qui a fait surtout le succès de Maps, et ce qu'ils avaient en tête dès le départ certainement, c'est le mobile, puisque en fait, quand Google Maps est sorti, alors il est sorti sur plein de plateformes mobiles de l'époque très rapidement, mais surtout il a été intégré à l'iPhone originel. Il a été mis en démo par Steve Jobs en 2007 lors de la présentation de l'iPhone. Et ça a été pour plein de gens qui ont vu ça, juste
une des choses qui ont fait qu'ils ont voulu s'acheter un téléphone C'est-à-dire que intelligent. la meilleure publicité de Maps, c'était Apple finalement. Oui, clairement, puisque on pouvait, là, on se rendait compte qu'on C'était pouvait la même sortir chose pour son YouTube, téléphone d'ailleurs, on de en sa parlait plus poche, tard, mais, surfer avec son doigt, trouver un lieu, aller quelque part. Et de manière plus générale, il est clair que ce service a grandement contribué au succès très rapide des smartphones. Et autre truc dingue de Google Maps qu'on peut oublier, c'est Street View. Tout à Google fait. s'est quand même lancé dans la numérisation photographique du monde entier. Incroyable, avec des voitures au début, puis après avec des vélos. Et après, ils ont carrément fait un module que les humains peuvent avoir en sac à dos. C'est fou, hein. Et leur hégémonie, de montagne et des trucs. Leur hégémonie est un peu gênante parce qu'aujourd'hui, il y a plein de services qui font appel à Google Maps. Et Google a changé les tarifs de leur API. Le service qui permet d'utiliser ces cartes en les multipliant par beaucoup, je ne sais plus combien, mais énorme. Et à tel point que c'est devenu inaccessible pour plein de gens qui ont des sites qui gagnent pas beaucoup d'argent. Ça, c'est vrai que c'est un vrai problème. Mais le problème de l'hégémonie, de toute façon, est un problème global pour Google. Qui est partout. On peut peut-être enchaîner avec YouTube. Aujourd'hui, qui est un peu la mémoire du monde. Hein. Enfin, c'est dingue. Sur YouTube, on trouve tout. Mais carrément tout. Tout est trop. Tout est trop. Tu parlais tout à l'heure de l'iPhone. Là aussi, l'iPhone a été peut-être l'un des meilleurs vecteurs de pub parce que sur le premier iPhone, il y avait aussi l'appli YouTube, YouTube tout à fait. où on pouvait regarder. Et d'ailleurs, Jobs lance une vidéo. C'était une vidéo YouTube. Exactement. C'était à l'époque où Apple et Google étaient très proches finalement et n'étaient pas encore concurrents véritablement. Complètement. C'était avant Android. C'était avant Android. On va en parler dans un instant d'ailleurs. mais effectivement, YouTube, qui était une entreprise qu'ils ont rachetée, hein, ce n'était pas une entreprise de Google. C'est une entreprise qui a été créée par 3 anciens de PayPal et qui a effectivement été rachetée en 2006, qui a été racheté 1,6 milliard de dollars. C'est dingue parce que là, en vidéo, on voit les premières interfaces. C'est les premières interfaces de YouTube. C'est moche, hein. C'est moche, mon Dieu. Là, on vous invite, si vous êtes avec nous en audio, à aller voir la vidéo. C'est impressionnant. C'est un site de l'époque. C'est un site de l'époque. Je ne vous parle pas du haut débit parce qu'à l'époque, voilà. C'est marrant parce que YouTube et Twitch aujourd'hui, ça a créé des sortes d'emplois. Ça a créé, les YouTubeurs. Tout à fait. C'est devenu un mot. Ouais. On en parle et c'est des mecs qui, pour certains, se font 10, 20, 30 000 euros par mois ou plus aux États-Unis en faisant de la vidéo. Qui se serait imaginé ça ? Bon, je vais parler devant ma caméra et je vais gagner de l'argent. C'est dingue. Les présentateurs télé peut-être à une époque. Mais c'est vrai qu'en tout cas, c'est devenu un site qui est incontournable et qui aujourd'hui est peut-être en train de tuer la télé, en un sens. Faut quand même rappeler que c'était pas le premier site de ce genre. Il y avait un site qu'on connaît, qui a malheureusement moins de succès aujourd'hui que YouTube, mais qui a existé avant YouTube, qui s'appelle Dailymotion, qui existait avant YouTube et qui a été lancé un peu sur les mêmes bases. C'était la grande période du web 2.0. C'était le user generated content. Mettez vos vidéos sur une plateforme, on va s'en occuper, on la monétisera ensuite. Et c'était Dailymotion et c'était français. Voilà. Et c'est toujours Dailymotion d'ailleurs. Je ne vais pas les enterrer. Personne ne s'en souvient malheureusement. Et oui, mais effectivement, ils n'ont pas été choisis eux par Google pour être achetés et devenir la plateforme de partage de vidéos de Google. C'est Vivendi maintenant qui a racheté Dailymotion. Un mot sur Android. On est en 2007. Oui. L'iPhone vient d'être présenté. Steve Jobs a fait son show avec le premier iPhone qui révolutionnait tout, l'ergonomie, le tactile, etc. Ouais. Et il faut savoir que Google travaillait déjà sur un système d'exploitation pour mobile, mais qui a été complètement repensé suite à la sortie de l'iPhone. Exactement. En fait. Google a racheté Android en 2005 à quelqu'un qui est resté ensuite bosser chez Google, qui s'appelle Andy Rubin, qui est le papa d'Android. Mais quand ils ont vu la présentation de Steve Jobs et de l'iPhone, ils se sont dit, là, on a un problème. Il y a plusieurs livres qui en témoignent. Andy Rubin a demandé à tout le monde de repartir au travail, puisque en fait, Android avait été conçu à la base pour fonctionner avec un écran, avec un clavier. Il n'y avait pas d'interface pour simuler un clavier tactile dans les premières versions. Donc, ils ont été obligés de repartir à plancher sur une nouvelle version de leur OS. Et d'ailleurs, il y a des photos, vous pourrez le voir si vous lisez notre papier qu'on publiera ce week-end. Il y a des photos du tout premier téléphone Android qui en fait était morné, puisque quand on le voit, il ressemble à un vieux BlackBerry. Et évidemment, face à l'iPhone, ça faisait pas très sérieux. Android, c'est intéressant parce que c'est pas tout à fait la même chose qui a présidé au lancement d'Android et à la création d'Android que l'iPhone. Le but d'Android pour Andy Rubin puis pour Google, c'était d'abord de créer un store.
Il fallait créer un store pour pouvoir distribuer sur des appareils mobiles des applications qui soient toutes identiques, quel que soit l'appareil mobile qu'on utilise. Donc, c'est le store qui était l'essentiel d'Android. Alors que le store, on le sait, chez Steve Jobs, il y allait un petit peu à reculons pour propos des applications supplémentaires. Je crois que c'est l'un de ses collaborateurs qui l'avait convaincu, mais au début, il n'en voulait pas. Voilà. Donc Android a été annoncé de façon un petit peu bizarre, un petit peu étrange, pas de façon très 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 maligne, au mois de novembre 2007 pour la création de l'Open Handset Alliance, qui est en fait un consortium de boîtes avec Google au milieu, qui était HTC, qui était Asus, qui étaient tous les gens du marché aussi du PC, qui ont voulu s'associer à ça pour qui créer peut-être aussi l'odeur du mobile arrivé du Exactement. smartphone. Et donc qui ont eu droit à un OS gratuit pour eux. Et eux, ils n'avaient qu'à faire le hardware. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, Android est arrivé à des chiffres pareils. On parlait d'hégémonie, quasiment hégémonique aujourd'hui, puisque selon les chiffres, on est à peu près à 80% de part de marché à la louche de smartphones Android à l'heure actuelle vendus dans le monde. Voilà. Seul iOS résiste, en quelque sorte. Oui, il n'y a plus que iOS. On a laissé sa peau. Voilà. Ouais. Mais maintenant, il y a Android TV, il y a Android dans les Exactement. voitures. C'est sacré développement. Oui, complètement. Pas ignorer. Oui, il y a aussi un Android, un OS pour les objets connectés, non Oui. Effectivement, on parle surtout de l'OS pour smartphone, mais Android étant quelque chose d'assez modulaire, il est assez facile à l'adapter pour d'autres appareils. On enchaîne un peu plus rapidement avec Chrome en 2008. Oui. Navigateur qui a encore complètement bouleversé la navigation sur le web. C'était tellement rapide. C'est drôle, c'est que à l'époque, on avait Internet Explorer, on avait Netscape. Il y avait Firefox. Il y avait Firefox, Il y avait Firefox qui était le navigateur chéri des geeks. Mais en fait, les geeks adoraient Firefox. Quand ils ont installé Chrome, ils se sont dit purée, ça se lance vite, les pages web se chargent vite. Et c'est ça qui a fait que les gens ont switché de navigateur d'année en année. Chaque nouvelle version de l'un était plus rapide que l'autre. Bon, je rebascule sur Firefox. Bon, maintenant c'est Chrome. C'est vrai. Et petit à petit, Firefox a vu ses parts de marché baisser au profit de Google et de ce Chrome. Ce qu'il faut voir quand même, c'est qu'on a d'un côté une multinationale importante, Google, qui a commencé à faire des mises à jour tous les 3 mois de son navigateur, qui est arrivé avec Chrome avec un moteur JavaScript jamais vu, qui était hyper rapide, qui a utilisé évidemment WebKit, qui était le moteur de rendu développé par Apple, mais qu'ils ont maintenant forqué pour avoir un moteur encore plus rapide. Chrome est une machine de guerre pour surfer sur Internet. Et effectivement, là encore, Chrome écrase la concurrence aujourd'hui. Ils avaient aussi une belle aide de Google, c'est qu'il y avait le bouton installer Chrome qui s'affichait sur toutes les pages de recherche. Tu te rends compte? La pub. Non, mais c'est dingue. Essayez de surfer rapidement. Ok. Enfin bon, Microsoft avait aussi des petites parades pour qu'on installe Internet Explorer. Et après, les qui autorités, était d'ailleurs installé par défaut à l'époque. Les autorités anti-concurrence sont venues un peu saboter tout ça. C'est clair. Voilà pour Chrome. 2010, c'était le début des voitures autonomes aussi. Et oui, c'est 2010. Et ça remonte. C'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais ça fait déjà 8 ans, presque un peu plus. Et effectivement, en 2010, ils ont annoncé qu'ils travaillaient sur un projet de voiture autonome. C'était dans les colonnes de New York Times, qui avait pu déjà. Alors c'est marrant parce que c'était un projet secret, mais les voitures étaient déjà un peu en circulation autour de Mountain View, donc certains les avaient vues et ils mettaient quand même quelqu'un au volant pour éviter qu'on s'en rende trop compte. Mais voilà, et là encore, parce qu'on a tendance à dire Google, ce sont des inventeurs géniaux, etc. Machin. Oui, ce sont des gens brillants, mais là encore, c'est une technologie qu'ils ont récupérée. C'est toutes les technologies qui sont dans les voitures autonomes de Google, qu'ils ont peaufinées aujourd'hui, mais la base vient des travaux de recherche d'un chercheur de Stanford qui a gagné le DARPA Grand Challenge en 2005 grâce notamment à la technologie du LiDAR qu'ils ont ensuite développé, mais qu'ils ont eux racheté. Donc ils ont fait venir ce gars-là, ils ont fait toi tu vas bosser là-dessus et on va essayer de faire un service de voiture autonome à terme. Et ça avance puisque maintenant ça avance, mais c'est très difficile. En fait, le gros problème de Waymo et des voitures autonomes en général, c'est pas de gérer la conduite sur autoroute ou les trucs très basiques, c'est de gérer toutes les exceptions d'une route, c'est-à-dire aucune route ne se ressemble, et la façon dont les gens se comportent, ce qui est un petit peu imprévisible. Et ça, ils ont beaucoup de mal à gérer tous ces petits... Ils appellent ça des edge ou corner cases, c'est vraiment toutes les spécificités, sauf que il y a que ça. Il y a que ça. Et c'est pour ça que
voilà, la voiture autonome En tout cas, parfaite n'existe pas, et qu'on a d'ailleurs des accidents dramatiques parfois. Ouais. Aussi. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils veulent être les premiers à lancer un service commercial qui est en test à Phoenix, notamment aux États-Unis. Alors, effectivement, comme le dit Gonzague, il y a des problèmes. Tout le monde n'est pas content de ces trajets en voiture. Il n'y a pas eu d'accident mortel à Phoenix, mais il n'y a pas eu d'accident vraiment non plus. Mais certains se plaignent en fait du comportement des voitures. Mais ils veulent être les premiers à lancer ce qu'ils appellent chauffeur, c'est-à-dire un service de voiture autonome. Donc là, dans les années qui viennent, ils seraient peut-être prêts à le faire. Voilà, Google est partout. Et même sur des sujets qu'on n'attend pas, on se souvient qu'ils avaient investi dans une espèce de boîte qui fabriquait des robots incroyables. Effrayants aussi. Voilà, c'était Boston Dynamics. Boston Dynamics, où il y a des vidéos sur Internet qui sont hallucinantes, où on voit des trucs qui ressemblent à des chiens, mais qui marchent comme des animaux, en quelque sorte, avec une fluidité et une adaptabilité du terrain qui est dingue. Et un bruit assourdissant. Ils l'ont revendu d'ailleurs, Ça a été revendu à ce SoftBank, truc-là. Parce que visiblement, ça a entaché peut-être la bonne image de Google, parce que visiblement les militaires se servaient aussi de certaines de ces technos. À la base, Google n'avait pas envie de mélanger tout ça, je crois. C'était effectivement à la base des robots militaires. Voilà, mais Google, en rachetant Boston Dynamics, avait fait en sorte de dire on ne s'en servira pas comme robot militaire. En fait, je pense qu'ils ont plutôt revendu Boston Dynamics parce qu'ils ne savaient pas comment concrétiser, comment monétiser ces trucs-là à moyen terme. Voilà. Par contre, SoftBank Robotics, qui est une entreprise japonaise, on sait que les Japonais adorent les robots. C'est eux qui ont racheté Aldebaran aussi. Oui. C'est la même maison. Et donc, mais Boston Dynamics continue à faire de nouveaux robots, et d'ailleurs, toujours des vidéos sur qui sont incroyables, qui sont de plus en plus impressionnants maintenant. Et d'ailleurs, ils vont vendre le Spot Mini, qui est leur robot, sans doute un des plus incroyables. Ils vont commencer à le commercialiser dans les mois qui viennent. Après, il y a aussi tout ce qui est l'avenir de Google. Google X notamment. Gonzague, Google X. Dont Waymo. Qu'est-ce que c'est que ça, Google X, c'est l'espèce de labo Google avec tous les projets qui sont pas centrés autour du web et du search. Donc, ils ont par exemple Loom. C'est les ballons Loon, c'est des ballons pour faire diffuser Internet. Ils ont un truc, comment ça s'appelle, Wing, des drones de livraison. Ils ont aussi un système de génération d'énergie éolienne, mais par des ailes qui sont elles-mêmes dans les airs. Donc plutôt que d'avoir une éolienne sur une tour, là on fait tourner une aile et elle est reliée au sol par un câble. Donc elle fournit de l'électricité. Elle génère de l'électricité. Ils sont les Smart Glasses qui n'ont pas été le succès escompté, mais sur lesquels apparemment ils travaillent encore. Ils avaient un projet de lentilles connectées. On n'en entend pas trop parler pour le moment, mais ça datait de 2014, je crois. Alors, il y a tout ce qu'on sait, glucose, si je me souviens bien. Et tout ce qu'on ne sait pas, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de projets très secrets. Notamment, ils bossent aussi sur le fait de prolonger la vie éternelle. Oui, avec Calico, notamment. Voilà, ils ont plein de projets comme ça pour... Voilà, Google partout. Exactement. Tout le temps. Non, mais c'est partout tout le temps dans notre quotidien. Si demain on devait enlever Google de notre vie, on aurait, je pense, quelques petits problèmes. Certains essayent. C'est une possibilité. Ce n'est pas impossible. Non, c'est possible. Pensez à Framasoft. Mais on perdrait en confort quand même, malgré tout. Et puis rappelons, on parlait de Google, le moteur de recherche. Il existe des alternatives intéressantes, notamment Quant, qui est un moteur de recherche français, européen, d'envergure européenne, et qui vaut le coup d'être testé. Il y a Quant, il y a DuckDuckGo aussi. Et comme le dit Gonzague, c'est intéressant de le dire, il y a aussi Framasoft qui essaye de faire des alternatives libres pour plein de services à ce que propose Google. Ils ont lancé PeerTube, par exemple, qui permet de faire une alternative à YouTube, mais où chacun héberge un petit peu des vidéos, parce que c'est vrai que la grosse difficulté d'être un concurrent à YouTube, c'est d'être capable de stocker les quantités de téra, on parle même plus de téra, de pétaoctets de vidéos. Donc c'est intéressant de pouvoir soutenir ces alternatives, et on a la vidéo du Google Assistant derrière nous, et c'est vrai qu'on oublie parfois le côté pernicieux d'avoir autorisé ces grosses sociétés, et on parle des GAFA et autres, dans nos maisons, dans nos vies, parfois être un petit peu malin. Surtout que, sans doute, que celle qui vous connaît le mieux d'un point de vue vie privée, c'est certainement Google. Bon, il y a Facebook, mais Google est quand même... si je vous conseille à tous d'aller voir sur votre dashboard Google pour voir toutes les informations que vous communiquez à Google, et éventuellement prendre des mesures si vous voulez effacer quelque chose. Google Maps, qui vous suit à la trace. Google Maps, Google Search, si vous utilisez Chrome, c'est toute votre historique qui est transmis à Google, tout ce que vous utilisez comme site. Quand tu affiches des AdWords, quand tu fais une recherche, tout est... Alors que Facebook, je le vois de
moins en moins comme un concurrent de Google, parce que je trouve qu'ils sont en train de perdre de vitesse. D'ailleurs, il y a un doc qui est sorti il n'y a pas longtemps, comme quoi 20% des Américains déclarent avoir désinstallé l'app Facebook. Il y a une perte de confiance en Facebook, alors qu'en Google, j'ai pas trop l'impression. C'est vrai qu'ils ont à peine été éclaboussés d'ailleurs par l'affaire Cambridge Analytica, alors que c'est sans doute l'entreprise la plus gourmande en données personnelles. Voilà. Gros dossier à retrouver sur les 20 ans de Google sur 01net.com qui est mis en ligne là, ce week-end voilà, pour se replonger sur cette boîte incroyable. Merci beaucoup Gonzague. Moi j'ai un petit dernier truc. Ah oui, vite. Ah oui, parlez rapidement. Parle-nous de ton beau blouson parce que vous vous dites mais pourquoi il a un blouson en cuir? Parce qu'il a froid. J'ai rencontré. Il est un peu particulier ton Baptiste, blouson. c'est un cofondateur d'une société qui s'appelle Raylier. Alors ça s'écrit R-A-Y-L-I-E-R, qui est motard et qui a fait un blouson moto. Un blouson moto qu'on peut allumer, donc qui contient des LED. L'idée, c'est que les motards ne sont pas assez visibles et se font souvent renverser à cause de ça. On avait déjà parlé de Cosmo Connected il y a quelques temps, le projet de Romain Afflelou. Et là, la veste intègre devant et derrière des diodes pour être plus visible. Ça sort sur Kickstarter en octobre et voilà, je trouve que c'était un projet cool. Ça a du sens pour les motards. Hein, ça a vachement de sens pour les motards. Ça pourrait avoir aussi du sens pour les cyclistes dans une version peut-être pas en cuir parce que c'est un peu lourd là, mais voilà. Merci Gonzague d'Ambricourt qu'on retrouve donc mercredi soir pour la keynote Apple à suivre sur 01net TV et merci à Eric. Merci. Eric Le Bolo, rédacteur en chef de 01net TV, de 01net.com. Vous restez avec nous, on revient dans un instant. La suite de ce De quoi je me mêle, ce sera avec Pascal Petitpas. On va tout vous dire sur la TV 8K, à quoi ça sert, est-ce que c'est une arnaque, est-ce que ça apporte un vrai plus en termes de qualité d'image, pour qui surtout, c'est dans un instant. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.